Dans les sciences sociales et humaines, les psychologies tiennent un rôle particulier, c'est-à-dire un rôle important, parce que souvent la psychologie c'est recombiné. Donc on parlera de psychosociologie par exemple, on parlera de psychoanthropologie. La psychologie a commencé ses premiers pas au XIXe siècle. Et au fond, le débat était la compréhension des mécanismes de pensée, ce qui faisait que la psychologie s'est trouvée prise au début avec d'un côté la philosophie, de l'autre côté la biologie. Et donc ces deux parents, en quelque sorte, se sont un peu déchirés le bébé naissant pour savoir s'il allait vraiment s'orienter du côté des lettres, donc de la philosophie, ou plutôt du côté expérimental, du côté de la biologie. Finalement, la psychologie est devenue une science à part entière. Alors, quand je dis une psychologie, entendons des psychologies. Et on va trouver dans les psychologies des approches qui sont restées plutôt du côté de la philosophie et des approches qui se sont très largement rapprochées de la biologie, puisque bien évidemment aujourd'hui, les neurosciences, les progrès que nous faisons sur la compréhension du cerveau permettent de revisiter toute une série d'intuitions qui pour certaines se révèlent fondées, pour d'autres se révèlent infondées dans le champ des psychologies. Il y a eu de multiples écoles en psychologie qui toutes traduisent une représentation particulière de l'homme. Donc, il ne faut jamais rester prisonnier d'une seule école. Il y a un parti pris dans chacune d'entre elles. Et ce parti pris nous permet de découvrir une façon d'envisager la complexité humaine. Si nous prenons l'histoire, il y a eu bien sûr les psychologies comportementalistes, psychologie américaine, encore appelée behavioriste. Le principe est assez simple, les expériences qui avaient commencé avec Pavlov permettaient d'associer à la répétition d'une récompense ou d'une menace un comportement. Il ne faut pas perdre de vue que Pavlov était en fait un physiologiste. Je crois qu'il était prix Nobel, d'origine, enfin, exerçant ses capacités en Russie. Et donc Watson, aux États-Unis, est reparti un petit peu de ces notions-là, avec ensuite un dénommé Skinner, immense personnage, qui disait, par l'approche behavioriste, eh bien, pratiquement, je peux transformer en ce qu'on veut n'importe quel individu.
Les expériences de Watson ont été très critiquées, puisque globalement, elles consistaient soit à présenter une menace à un enfant, à ce moment-là il pleurait, soit à lui présenter quelque chose de réconfortant et il souriait. Mais l'apprentissage par essai-erreur, la correction du comportement des individus par menace et ou récompense reste quand même quelque chose de très prégnant dans nos sociétés. Il suffit de voir, par exemple, le développement des radars au bord de la route pour limiter la vitesse. Et on voit bien qu'à ce moment-là, l'approche comportementaliste est seule à même d'expliquer l'efficacité du radar pour réduire la vitesse des automobilistes et les décès. De façon très différente, la psychologie psychanalytique, qui s'est éclatée en de multiples écoles, donc on pourrait dire les psychanalyses, avec des écoles qui sont extrêmement différentes. Il y a d'un côté le très classique Freud, le Jung un peu révolté, parfois à la limite de l'ésotérisme. Enfin, il y a aux États-Unis de multiples écoles qui sont arrivées, notamment les écoles qui ont permis de mettre en place le concept d'empathie. Le champ psychanalytique, pur et dur, donc le champ freudien, a considéré que les comportements résultaient en fait de notre histoire et donc de ce qui était accumulé au niveau de l'inconscient. C'est l'un des points sur lesquels Freud ne s'est pas trompé, c'est l'existence de cet inconscient. Aujourd'hui, on considère que dans sa complexité et dans son énorme capacité à mémoriser les choses, le cerveau, finalement, ne travaille que sur une partie d'entre elles, mais a la possibilité de temps en temps d'aller chercher au fond, comme si c'était un grenier ou une cave, un certain nombre d'éléments. En plus, il y a des mémoires de types différentes, et donc entre des mémoires très court terme, des mémoires long terme, il y a probablement des séquences avec des possibilités de mémorisation à très long terme, mais du même coup très enfouies. Freud a été encensé et extrêmement critiqué. Ce n'est pas le débat aujourd'hui de rentrer dans une étude de critique de la psychanalyse. Ce qui est sûr, c'est que dans le domaine du management et du leadership, un certain nombre d'auteurs se sont inspirés des découvertes freudiennes pour avancer et pour permettre d'améliorer ses capacités de leadership. On peut penser à quelqu'un comme Kate de Vries, qui a beaucoup publié, énormément publié, ou quelqu'un comme Zalesnik, qui a également publié des choses extrêmement intéressantes. Entre l'approche comportementaliste et l'approche psychanalytique, il y a beaucoup d'autres voies. Il y a une immense école qui est l'école de Palo Alto. L'école de Palo Alto a été fondée par des anthropologues. C'est une école extrêmement pragmatique. Et ça rejoint ce que nous disions à propos de l'approche américaine sur le pragmatisme. Elle est opposée, en quelque sorte, à l'école freudienne, puisqu'elle ne va s'intéresser qu'au comportement. Et elle dit, cette école, chacun crée la réalité qu'ensuite il subit. Ce mot que l'on doit à M. Wasilewski, qui a écrit La réalité de la réalité, cette expression traduit le fait que, selon cette école, à partir du moment où j'imagine une réalité, j'induis un comportement. Donc si j'arrive à transformer la représentation que quelqu'un a d'une réalité, je vais transformer son comportement. Certaines thérapies cognitives sont issues de cette approche-là. Et on voit que finalement, les frontières sont parfois poreuses entre différentes écoles de psychologie. Alors l'école de Palo Alto a eu un grand succès, elle en a toujours, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la question de la complexité, c'est-à-dire qu'elle a considéré d'une certaine façon que l'individu vivait dans un environnement très interactionniste. Parmi les autres écoles de psychologie, il faut citer les écoles à tendance mathématique, la psychologie différentielle, qui elle fait des mesures. Elle mesure des capacités de mémorisation, elle mesure des capacités cognitives. C'est cette école-là qui est à l'origine du fameux quotient intellectuel, le fameux QI. Et la psychologie différentielle est une approche sociométrique.
quand je parlais dans une autre vidéo des mesures qui ont été faites sur les capacités d'abduction, cette inférence cérébrale qui permet d'associer deux images, eh bien là, on est bien dans le champ de la psychologie différentielle puisque on mesure une capacité cérébrale. Il faut être honnête, l'hypnose est une pratique très ancienne qui a précédé de loin la réflexion sur la psychologie. Pratiquement, les Grecs avaient des pratiques médicales utilisant des techniques hypnotiques. En France, il y a eu une renaissance de l'hypnose avec des gens comme Mesmer, et donc on est au XVIIIe siècle. Et donc, ces techniques se sont développées de façon complètement empirique. Pour être honnête, on ne savait rien du fonctionnement de l'hypnose et aujourd'hui encore, le sujet reste extrêmement difficile. On peut dire cependant que l'hypnose, en tant que telle, est un élément qui nous permet de mieux comprendre certaines attitudes ou mécanismes des individus, notamment dans le fonctionnement de leur intelligence cristallisée. Dans le champ des psychologies, une autre psychologie a eu beaucoup de succès dans le monde entrepreneurial. Et quand je dis a eu beaucoup de succès, elle en a encore. Il s'agit de l'école dite humaniste qui a été initiée d'un côté par Carl Rogers, de l'autre par Maslow. Maslow est bien connu avec sa fameuse pyramide des besoins. C'est quelqu'un qui a énormément publié. Je crois que c'est l'un des champions en publication dans le champ de la psychologie. À titre personnel, j'ai une toute petite réserve vis-à-vis de Maslow. J'ai trouvé que certains des écrits de ce psychologue allaient vraiment tutoyer des problématiques de type New Age. Et là, j'avoue ne plus être compétent pour suivre ce qui se dit et le comprendre. Carl Rogers, quant à lui, a fait une découverte fondamentale dans le champ de la thérapie. Carl Rogers était un biologiste qui est devenu psychanalyste, c'était un ingénieur agronome, et on peut dire de ce point de vue-là que nous avions le même parcours. Carl Rogers s'est rendu compte que dans la pratique clinique, la qualité de la relation était plus importante que le contenu verbal de la relation. Tout le monde sait que dans le champ de la psychanalyse classique, tel que défini par Freud, il s'agit à travers l'association libre, donc des mécanismes d'abduction, d'aller petit à petit déterrer à travers des images, des représentations, des signifiants donc, eh bien, le sens ou le non-sens de certaines expériences humaines qui, dans certains cas, ont pu traumatiser de façon définitive une personne. Donc le langage joue un rôle fondamental dans la psychologie psychanalytique. Carl Rogers a évoqué l'idée que, finalement, dans l'intersubjectivité de cette relation, intersubjectivité contestée dans la pratique psychanalytique, puisque on veut parler de transfert, de contre-transfert, et non pas d'appréciation libre du contenu de ce qui se dit. Mais ce que Carl Rogers a dit, c'est que finalement, si la personne qui souffre se sent particulièrement écoutée, eh bien, elle progressera plus vite, elle sera plus rapidement apaisée. Ce mécanisme d'écoute s'appelle l'empathie, et l'empathie est une notion extrêmement piège dans le champ de la psychologie. Si nous adoptons une approche triadique, empathie appartient à une triade qui est l'apathie, avec le A privatif, la sympathie et l'empathie. Il est assez facile de comprendre ce qu'est l'apathie, il est plus difficile de la mettre en œuvre. L'apathie, c'est finalement observer en essayant de ne pas du tout intervenir dans ce que l'on observe.
Ce mot a une caractéristique péjorative dans le monde occidental. Dire de quelqu'un qu'il est apathique, ce n'est pas un compliment. C'est au contraire une notion qui est extrêmement appréciée dans l'approche chinoise. Le taoïste, quand il observe une situation, tentera au maximum cette posture apathique pour laisser venir à lui les signaux faibles, pour essayer d'avoir la perception la plus en vérité possible de la situation qu'il observe. La sympathie est une notion très partageable au fond, puisqu'il est facile d'être sympathique, et cela désigne l'accord qui peut exister entre deux individus sans qu'il y ait finalement de fondamentaux, de symboles fondamentaux mis en œuvre. On pourra dire de quelqu'un, j'ai pris un pot avec lui, il est sympathique. Que représente l'empathie? L'empathie est un exercice difficile. Certains disent, c'est se mettre à la place de l'autre. Non, c'est impossible. Il n'est pas possible, quand quelqu'un dit « je viens de perdre un enfant », ou quand quelqu'un dans un aéroport découvre que l'avion qui transporte sa famille n'arrivera jamais et qu'il est probablement au fond de l'océan, et quelquefois on ne sait pas où, il est impossible de se mettre à sa place, sauf à avoir vécu la même chose, d'une certaine façon, et encore. Donc ce fantasme qui consiste à dire « je me mets à la place de l'autre » est plutôt d'ailleurs, selon moi, relève plutôt de la perversion, c'est-à-dire qu'on prend l'autre comme objet de son désir. L'empathie, c'est une capacité à laisser résonner la parole de soi, de l'autre en soi, pardon, et donc de laisser l'autre recevoir les effets que sa parole fait sur nous. Autrement dit, le thérapeute, dans une thérapie de type humaniste, le thérapeute est quelqu'un qui va s'oublier en quelque sorte et accepter d'être la caisse de résonance des émotions de l'autre. C'est ce qui devrait être en jeu dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse, par essence, est empathique. Dans le rapport amoureux, il est très difficile, voire impossible, de se mettre à la place de l'autre. En revanche, le jeu amoureux, c'est bien ce jeu de ressenti qui correspond au fait que le désir et donc le plaisir de l'autre sont partagés en quelque sorte et rebondissent de l'un à l'autre. Le travail empathique demande donc énormément de préparation et il demande une éthique extrêmement construite. Parce que écouter quelqu'un au point de souffrir dans son corps à partir du ressenti qu'il tente à faire partager, c'est bien évidemment une démarche en quelque sorte d'abandon. C'est probablement pour ça que la clinique thérapeutique est aussi difficile dans le champ des psychologies. C'est probablement pour ça que toute psychologie, tout travail clinique, pour un thérapeute, demande une ascèse extrêmement forte, c'est-à-dire un travail sur soi permettant d'arriver, je dirais, à cette attitude de disponibilité. Il n'est pas possible de parler des psychologies sans évoquer la question des perversions. Délinquance, perversion sont deux notions vraiment fondamentales dans le champ humain
et dans le champ de la psychologie. Je fais une petite différence entre la délinquance et la perversion. Dans la délinquance, il y a le fait que quelqu'un ne respecte pas la loi. Si la vitesse est limitée à 90 km/h et que je roule à 95, je suis un délinquant. Il n'est pas sûr que cela soit déjà une perversion. Cela deviendrait une perversion à partir du moment où je roulerai non pas à 95, mais à 160 ou 180, mettant volontairement en jeu la vie d'autrui. Et là, c'est la définition parfaite de la perversion, c'est prendre l'autre comme objet de son désir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets sa vie en danger, bien évidemment, je ne le considère pas, et il sert mon propre désir, qui est celui de rouler vite. Il est très important de considérer cette définition, prendre l'autre comme objet de son désir. Alors, il y a la délinquance d'un côté, il y a la perversion de l'autre, et il y a les pathologies. Et voilà donc une triade qui nous permet de voir que ces éléments-là, certes, peuvent se rejoindre dans une certaine mesure, mais ne se superposent pas. La question de la pathologie dans le champ humain et dans le champ de la psychologie est une véritable tarte à la crème. Il existe, depuis fort longtemps aux États-Unis, un classement de l'ensemble des pathologies que les psychiatres ont élaboré. Ce DSM porte des numéros, le DSM 5 est sorti, et on voit bien qu'entre deux versions, un certain nombre de choses qui étaient considérées comme des pathologies ne le sont plus, et que petit à petit, cette problématique de pathologie s'affine. Globalement, on parlera de pathologie au sens clinique à chaque fois qu'un désordre est suffisamment important pour être considéré pratiquement comme irréversible. Sinon, on sera plus dans un champ dit névrotique, c'est-à-dire un champ dans lequel le système d'interaction d'un individu est mal calé, mal réglé, et que, à ce moment-là, une approche thérapeutique peut l'améliorer. Alors vous allez me dire, face à ce grand nombre de psychologies, quelles sont les thérapies possibles? Eh bien, elles dépendent en fait des symptômes. Et elles dépendent, dans un certain nombre de cas, de la connaissance qu'on a, soit de la névrose en question, soit de la pathologie. Il y a eu, par exemple, des débats très violents dans le champ de l'autisme. Les psychanalystes se sont vus interdire de traiter l'autisme. Je pense qu'un grand nombre de psychanalystes ont joué avec le feu et ont une vision extrêmement impérialiste de leur position, ne voyant le monde qu'à travers des lunettes ultra-freudiennes. C'est une hérésie. Nous le disions tout à l'heure, toutes les psychologies ont leurs particularités, ont leur vérité et éclairent la nature humaine. Donc, aux psychologies comportementalistes, un certain nombre de traitements. Aux psychologies psychanalytistes, d'autres traitements. À l'hypnose, d'autres approches. Et aux psychiatres, aux gens des neurosciences, de voir comment ils peuvent intervenir sur tel ou tel type de dysfonctionnement. En effet, tous les désordres n'ont pas comme origine l'éducation. Il est complètement aberrant de penser cela aujourd'hui. Ceci pour une raison assez simple, c'est que dans la complexité cérébrale, il y a des neurones qui ont des fonctions particulières et il y a autour des neurones un très grand nombre, à peu près le même nombre de neurones et le même nombre de cellules de service autour. Il y a donc un très grand nombre de cellules qui sont là pour prendre soin des neurones. Ces cellules portent un nom, elles s'appellent les cellules gliales, et elles ont, d'une certaine façon, à s'assurer que les neurones assurent bien la conductibilité
pour transporter les ions qui vont transporter l'information. On imagine bien que si certaines des cellules gliales sont dysfonctionnantes, eh bien à ce moment-là, il y a des conséquences sur le fonctionnement des neurones. Et qu'à ce moment-là, eh bien, ces dysfonctionnements ont des conséquences. Donc aujourd'hui, un certain nombre de désordres constatés sont vus comme finalement la conséquence probablement de dysfonctionnements cérébraux qui peuvent avoir une origine, et là, génétique ou autre, on ne le sait pas, mais en tout cas qui ne sont pas liés en tant que tels au milieu. Alors après, qu'il y ait des interactions entre tel et tel type de dysfonctionnement et le milieu familial, c'est possible, mais ce sont des résultats qui sont à la marge. Vous constaterez, et il convient d'être prudent, qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que cet univers des psychologies peut être simplifié, peut être amené à une approche. Et là, le nombre de livres qui promettent la facilité, le bonheur, la guérison sur toute une série de comportements sont très nombreux et malheureusement très souvent inefficaces. Alors la lecture n'a jamais tué personne, mais il est urgent de revenir aux auteurs un peu fondamentaux et de comprendre que la psychologie, qui est donc au croisement de la biologie, des neurosciences et de la philosophie, restera encore pendant longtemps un domaine en construction.